À l'Académie française, au fauteuil de Philippe Beaussan, au printemps dernier, que vous étiez une académicienne non académique. S'il y a un mot que je retiens en tout cas de votre œuvre, parce que je le trouve joli, mais aussi parce qu'il me semble symptomatique de votre pensée, c'est le mot d'équivocité. Équivocité, c'est pas un mot si courant sous la plume des philosophes. En général, les philosophes, surtout en France, aiment la clarté, ils aiment la distinction. Vous revendiquez un goût pour l'équivocité des mots, pour leur sauvagerie même, pour cette espèce de magma un peu informe et dynamique qu'ils recèlent tous, qui est fait de significations diverses, qui est faite d'échos, de correspondances, comme dirait Baudelaire, d'imaginaire. Et cette équivocité, on la trouve entre les langues, on la trouve au sein même des langues. Un mot comme sens, par exemple, c'est à la fois la direction, c'est à la fois la sensation, c'est à la fois la signification. Et c'est dans ce halo sémantique que nous représentons les êtres et les choses. C'est ainsi, en déduisez-vous, que nous ne pensons que dans nos langues qui doivent rester plurielles, arc-en-ciel, c'est dans le filet de leur signification que nous donnons du sens au monde. L'équivocité, dites-vous, et j'aime beaucoup cette formule, c'est la carte d'identité d'une langue. Alors pour commencer cet entretien et avant d'aborder tous ces enjeux, je vous propose, Barbara Cassin, qu'on commence par la vôtre, carte d'identité, nom, prénom, profession, nationalité. Ma méthode peut sembler un peu policière, mais je suis sûre que vos réponses le seront beaucoup moins. Alors je commence par le nom. Non, Cassin. Cassin, c'est pas un nom inconnu en France. Il y a eu un illustre Cassin avant vous, c'est René Cassin, pour les plus jeunes dans la salle qui ne s'en souviennent peut-être pas, c'est l'un des grands artisans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous avez un lien de famille avec lui? Oui, il a été élevé par mon grand-père, c'était le cousin de mon père, et je ne l'ai rencontré dans ma vie vraiment qu'une fois, et ça a été très désagréable. Racontez-nous. Eh bien, c'était juste après 68 et je ne savais pas trop ce que j'allais faire. Et donc, j'ai été lui demander conseil. Mon père lui a téléphoné en disant « je t'envoie ma fille ». Et donc, je suis arrivée chez lui, dans un très bel appartement, quai de Béthune. Et il m'a dit « c'est toi la fille de Pierre. Pierre, c'est le seul type bien de la famille. C'est celui qui ne m'a jamais rien demandé. Qu'est-ce que tu veux ?» Et je suis repartie. Dans quel milieu avez-vous grandi? Milieu? Oui, ou dans quelle famille vos parents avaient le goût des livres, des idées déjà? Oh, sûrement. De l'art. Les parents, ma mère et mon père se sont rencontrés dans un atelier de peinture. Ils étaient peintres tous les deux. Et ma mère aurait pu rester peintre. Je trouve que c'est un grand peintre. C'est très beau ce qu'elle fait. Elle faisait des portraits magnifiques. Elle m'a appris à peindre, et je peins aussi. Et mon père et ma mère se sont rencontrés dans un atelier de peinture. Si vous voulez des détails, mon père a dit à ma mère « Vous avez les plus belles jambes du monde, vous serez ma femme ou ma maîtresse ». Elle a répondu « Votre maîtresse, jamais ». Moyennant quoi, ils se sont mariés. Passons à votre prénom. Barbara, là je sens que le public me dit « Mais pourquoi elle interroge sur son prénom ?» Eh bien, parce que, là encore, nous sommes dans l'équivocité. En fait, vous avez 3 prénoms, et j'ai appris que Barbara, c'est un prénom, non pas que vos parents vous avez choisi, que vous, surtout, vous vous êtes choisi. Mes parents m'ont choisi 3 prénoms, Laure, Sylvie et Barbara. Laure et Sylvie, c'est des très beaux prénoms qui renvoient vraiment à Nerval, à l'Italie, bon. Mais je trouvais, Barbara me disait plus, mais je ne savais pas quoi, et c'est celui que j'ai choisi. Et en fait, si je m'appelle Barbara aujourd'hui, j'en suis très contente, parce que Barbara, ça veut dire blablabla. C'est une onomatopée avec laquelle les Grecs désignent les barbares, comme Babel, comme berbère, comme Babyle. Tous ces mots-là ont la même racine. Et ça veut dire ce qu'on ne comprend pas.
Donc j'espère que vous me comprendrez quand même, mais ce que je veux dire, c'est que c'est très intéressant par rapport à mon trajet, rétrospectivement, comme toujours, que j'ai choisi à la fois d'être helléniste et de m'intéresser à ce que les Grecs ne comprennent ou ne veulent pas comprendre, ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre, à savoir les barbares. Et quand vous parliez d'équivoque, c'est en particulier autour de ça que ça se constitue, une équivoque. Les équivoques, c'est aussi ce qu'on ne comprend pas quand quelqu'un parle. Donc, ce qui m'intéresse, en effet, c'est ce qu'on ne comprend pas, plus encore que ce qu'on comprend. Profession. Ce serait trop simple si vous n'en aviez qu'une, bien sûr. Lorsque le théâtre m'a demandé de faire un petit communiqué pour vous présenter, c'était très compliqué pour moi. Donc j'ai multiplié les adjectifs. J'ai dit que vous étiez philosophe, philologue, traductrice, amoureuse des mots. Puis j'ai vu que Antoine Petit, président du CNRS, qui vous a remis la médaille d'or du CNRS à l'automne dernier, c'était une grande année 2018 pour vous, s'en était pas mieux sorti que moi, puisqu'il parlait de passeuse de savoir et de tisseuse de liens. Au fond, on cherche dans quelle case vous mettre. Vous, dans quelle catégorie vous situez-vous préférentiellement? Dans une catégorie intermédiaire. J'aime bien rester entre. C'est plutôt ça. C'est pour ça que, en plus, aujourd'hui, vous avez vu les problèmes de féminisation des mots, hein, et des noms de métiers. Alors j'ai appris en lisant un journal, pas le vôtre, que j'étais épicène. C'est-à-dire que philologue et philosophe, ça marchait très bien parce que c'était à la fois masculin et féminin. Bon. Donc, non, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de faire bouger les lignes, y compris les lignes disciplinaires. Et pour moi, si vous voulez, une catégorie n'a pas grand sens. J'ai même assez longtemps lutté contre autant que j'ai pu. Et quand j'ai voulu, l'un des premiers vraiment gros livres de philosophie que j'ai publié, c'est L'effet sophistique, ma thèse sur les sophistes. J'ai voulu publier en même temps un recueil de nouvelles qui avait comme titre « Avec le plus petit et le plus inapparent des corps ». Et cette phrase est une phrase du sophiste Gorgias, par lequel il désigne le logos, c'est-à-dire justement ce qui pour les Grecs est la langue, le langage, leur langue en même temps, et que les latins ont très bien traduit par ratio et oratio, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas barbare. Bon, et donc j'ai voulu publier ces deux livres en même temps, et on m'a expliqué vraiment que c'était complètement impossible, parce que je ne pouvais pas être à la fois philosophe, on avait déjà du mal à admettre qu'une femme philosophe, etc. Je n'étais pas du tout connue, donc c'était déjà très compliqué pour Gallimard. Et alors, en plus, publier un recueil de nouvelles qui prétendait dire la même chose dans un autre registre, ça c'était complètement impossible. Donc j'ai toujours essayé de faire bouger ça. Nationalité, la vôtre est française. Est-ce que cet ancrage a du sens pour vous, ou bien est-ce que vous vous sentez plus affilié à d'autres entités, peut-être géographiques, religieuses, linguistiques? Je dois dire qu'en ce moment je travaille sur des questionnaires comme celui que vous êtes en train de me faire passer. Je travaille sur ces questionnaires pour les migrants qui arrivent. Et donc je travaille par exemple à Aubervilliers avec l'ensemble des gens, mais je travaille à Marseille aussi là-dessus, avec l'ensemble des gens qui reçoivent les migrants, ceux qui ne sont pas morts noyés. Donc on leur demande tout de suite de remplir des papiers. Très bien, c'est légitime. Sauf que quand on demande nom, prénom, et quand on demande date de naissance, et quand on demande nationalité, ça pose des problèmes insurmontables. Parce que nom, prénom, moi, d'accord, je m'appelle Laure Sylvie Barbara, Barbara soulignée parce que c'est le troisième prénom et c'est celui que j'ai choisi, donc c'est mon prénom usuel. Cassin, épouse le gendre, ça va à peu près. Mais ceci dit, déjà pour moi c'est pas si simple parce qu'il se trouve que l'AMGEN a décidé à un certain moment de ma vie que je m'appelais plus Cassin, bien que ce soit le nom que j'ai conservé, et que je m'appelais le gendre. Donc le nom de votre époux? Le nom de mon époux, surtout le nom de ma belle-mère. S'il y a une Madame Legendre, c'est ma belle-mère. Et
puis mon époux avait été marié déjà une première fois, donc une autre Madame Legendre, c'était sa première femme. Donc, si vous voulez, ça c'est déjà épouvantable. Mais quand on demande ça à une femme malienne, là ça devient beaucoup plus compliqué. Parce que, par exemple, en ce moment nous aidons une femme malienne qui est poursuivie pour faux. Faux parce qu'elle a déclaré qu'elle s'appelait, je ne saurais pas vous reproduire son nom, mais elle ne s'appelle pas comme son mari. Et à un certain moment, elle s'appelait comme son mari pour les premiers questionnaires, et puis ensuite elle a pris son nom qu'elle n'a pas le droit de porter le nom de son mari. Son mari a un nom de guerrier, un nom de chasseur, et une femme ne peut pas le porter. Donc elle a pris le nom qu'on lui donne au Mali, et pas le nom de son mari. Et là, eh bien maintenant, on la poursuit pour faux. C'est très, très compliqué, vous voyez, le nom et le prénom, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. La date de naissance, c'est non moins difficile. Je ne vous dirai pas quelle est la date de naissance, mais si j'étais malienne, je ne saurais encore pas vous le dire, parce que je dirais les Verts. Oui, bien sûr, il y a des problèmes d'état civil dans de nombreux pays du monde. Bon. Mais alors sur cette question des ancrages, voilà, parce que là je voulais poser cette question au fond, est-ce que nous avons une identité nationale, est-ce que ça a du sens pour vous, est-ce que ça n'en a aucun, ou bien est-ce que c'est une identité parmi de multiples identités que nous avons tous? Je suis très heureuse d'être française et je parle avec grand plaisir, avec grand bonheur la langue française. Mais ce qui m'intéresse, c'est le fait que je ne comprenne que je parle une langue que parce que j'en parle plusieurs. Je pense qu'il faut parler ou flairer au moins 2 langues pour savoir qu'on en parle une. Donc maintenant, je sais que je parle français. Maintenant, il y a une autre chose qui est très importante pour moi, c'est ce qu'a dit Hannah Arendt quand on lui demandait qui elle était. À peu près comme vous êtes en train de le faire, c'est Gunther Gauss qui lui demandait ça pour la télévision allemande, et elle était déjà américaine, nationalisée américaine. Et elle disait, ben voilà, moi je me suis jamais sentie appartenir à aucun peuple, ni allemand, ni juif. En revanche, ma patrie, c'est ma langue. Et ma patrie, c'est encore la langue allemande, celle dans laquelle on me chantait des comptines, ou celle dans laquelle j'ai appris des poèmes. Je dirais volontiers la même chose, je ne me sens pas vraiment appartenir de manière nationnelle au peuple français. En revanche, je me sens vraiment française de par le français. Et c'est pour ça que quand je vois, par exemple, alors je vais dire les choses très simplement, hein, quand je vois Bienvenue en France, vous connaissez ce décret qui est en train de passer? Bienvenue en France, c'est un décret qui multiplie par 16 les droits d'inscription pour les étudiants francophones. À l'université. Francophones, non, n'appartenant pas à la communauté européenne. Ça veut dire que un Canadien appartient par loi d'exception à la communauté européenne, mais certainement pas quelqu'un qui vient de Dakar, ni quelqu'un qui vient d'Alger. Donc ça veut dire que vous aurez côte à côte, sur les mêmes bancs, un Français de souche, enfin de nationalité, qui paiera des droits ordinaires, bas, un Canadien, un Suisse qui paieront des droits bas, et comme aujourd'hui, et un Malien, non, Malien, il n'est pas nécessairement francophone, mais disons un Sénégalais, un Haïtien, un Malgache, et qui paieront multiplié par 16, c'est-à-dire qui ne paieront pas, c'est-à-dire qui ne viendront pas. Donc, quand vous me demandez quelle est ma nationalité, je dirais francophone. Hein, francophone, et donc je hurle de ce qui est en train de se passer. C'est amusant que vous citiez Arendt parce que Albert Camus a eu exactement la même citation. Ma patrie, c'est la langue française, vous le diriez aussi. Alors revenons maintenant, on va laisser tomber la carte d'identité, vous nous en avez déjà dit beaucoup, sur votre trajectoire intellectuelle. Comment vous est venu le goût de la philosophie? J'ai trouvé que quand j'étais en classe, au lycée, en classe de philo, j'ai trouvé que c'était absolument extraordinaire qu'il y ait des gens qui se soient posés des questions énormes du genre qu'est-ce que la liberté, est-ce que Dieu existe, et que ce soit un métier.
que ce soit une profession. J'ai trouvé que c'était tellement beau que j'ai voulu faire cette profession. Ça a été facile, difficile, non? Vous avez essuyé quelques échecs au début avant d'être la philosophe que vous êtes? Avant d'être la philosophe que je suis sûrement, mais je veux dire, un métier comme ça, en France et à mon époque, ça passait facilement par l'école normale et par l'agrégation. Je ne suis ni normalienne ni agrégée. Donc ça n'a pas été une trajectoire, disons, de métier simple. Le métier de philosophe pour moi n'a pas été simple. Heureusement, je suis rentrée au CNRS à un moment donné. Bon, je pourrais aussi raconter comment, mais c'était un... J'ai décidé, en fait, que... Il se trouve que j'étais capétienne. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le CAPES. C'est une sous-agrégation. Hein. C'est-à-dire que vous êtes envoyé loin, c'est normal, et puis encore un peu plus sous-payé, et puis quand vous commencez, des horaires épouvantables. Bon, moi j'avais déjà un enfant, je devais aller à la frontière belge, enseigner 5 jours sur 7. Bon. Donc j'ai pris des congés, et au bout d'un certain temps, quand vous prenez 10 ans de congé, il faut que, ou bien vous n'appartenez plus à l'éducation nationale, ou bien vous obtempérez et vous prenez votre poste. Et donc, à la 9e année, je me suis dit, bon, là, il faut que je fasse quelque chose. Et j'ai fait une campagne électorale, la seule de ma vie. C'est-à-dire que j'ai réfléchi qui allait me juger au CNRS. Devant qui est-ce que j'allais postuler? Et j'ai regardé un petit peu ces groupes de gens qui allaient me juger, je crois qu'ils sont une vingtaine. Et je me suis dit, bon, ça, voilà, eux ils pensent comme ça, eux ils pensent comme ça, eux ils pensent comme ça, et ils traitent de ça. Eh bien moi, je vais faire un article pour chacun de ces groupes de pensée qui va rentrer, non pas, je ne vais pas dire ce qu'ils pensent eux, mais ça va rentrer dans leur monde. Je vais appartenir à leur monde. Et j'ai fait ça, c'est ce que j'appelle une campagne électorale. J'ai vraiment fait ça, et ça a marché. Voilà. Vous avez quand même témoigné à la fois d'une belle intelligence et d'une belle obstination. Parce que j'ai quand même passé l'agrégation, peut-être, je ne sais pas, 6 fois, je crois, en étant toujours refusée, avec de plus en plus de brio pour être refusée. Alors je vous posais cette question, peut-être un peu taquine, parce que je sais que vous parliez volontiers de vos échecs, ce qui est rare chez les philosophes et chez les chercheurs de votre niveau en général. Et je trouve ça à la fois intéressant, humain et très parlant pour chacun d'entre nous. Et très réconfortant aussi. Vos premiers travaux ont porté sur les sophistes. Alors les sophistes, je ne sais pas si tout le monde voit qui c'est, sans doute que oui, ce sont... Comment définir les sophistes d'ailleurs? C'est les grands ennemis de Platon et d'Aristote, on va dire. C'est les grands ennemis des grands philosophes grecs. Ce sont les mal-aimés de la philosophie, on peut le dire ainsi. Moi qui ai fait des études de philosophie, les sophistes étaient rarement étudiés et rarement loués. Ce sont ceux qui cherchent à plaire, ce sont ceux qui cherchent à persuader, peut-être à manipuler, sans grand souci de la vérité, disons. Oui, c'est ça, c'est les tenants de l'opinion par différence avec la vérité. On va dire ça comme ça. C'est comme ça, donc ils sont liés aux pseudos, aux pseudos, des pseudo-philosophes qui enseignent des pseudo-vérités. Mais ça, c'est une opinion platonico-aristotélicienne. En revanche, si vous regardez Hegel, Hegel dit ce sont les maîtres de la Grèce, c'est-à-dire ceux qui lui enseignent la politique et ceux qui lui enseignent la culture. Et il faut tenir bon les deux choses. Donc c'est ce que j'ai essayé de comprendre un peu. Et en fait, si vous me demandez pourquoi je me suis intéressée aux sophistes, c'est pour une raison extrêmement précise. C'est parce que parmi mes pérégrinations philosophiques, il se trouve que j'ai été dans un endroit qui s'appelle le séminaire du Thor. Je devais avoir une vingtaine d'années à l'époque, j'étais la seule femme, et c'était un séminaire qui était tenu par Heidegger chez René Char. Donc c'était quelque chose de très impressionnant, sauf que comme on était après 68, plus grand chose n'était très impressionnant. Et j'ai donc travaillé la manière dont Heidegger,
le grand philosophe allemand, grand philosophe vraiment, mais en même temps nazi ordinaire, peut-être même nazi, exceptionnellement nazi, mais enfin bon. Heidegger est à la fois un vrai grand historien de la philosophie et un vrai nazi. Et donc, à l'époque, ça ne se savait pas tout à fait comme ça. Et le fait qu'il soit chez René Char, qui était, lui, grand résistant, capitaine Alexandre, et grand poète, compliquait véritablement les identités. Donc, j'ai regardé, j'ai appris, je savais déjà, la manière dont Heidegger travaillait les Grecs. Vraiment, de manière extraordinaire. C'est-à-dire que, pour lui, Parménide, par exemple, sur lequel j'ai écrit, que j'ai même traduit, 5e siècle avant Jésus-Christ, est le premier philosophe, disons, est à l'origine de la pensée. Et sa manière de décrire Parménide et de dire que, bon, quand on regarde ces quelques fragments épars, je le cite à peu près, ça implique qu'on peut brûler des bibliothèques entières de livres de philosophie. Bon. C'est extraordinaire, cette aurore de la pensée, incarnée par les présocratiques, lus par Heidegger. Et à un certain moment, comprenant à la fois cette manière de penser le grec, cette manière de penser la langue grecque comme langue authentique, et on y reviendra peut-être, et cette manière de penser l'origine de la philosophie, je me suis dit que ce n'était pas possible, qu'il y avait là, véritablement, alors que le grec me passionnait, alors que je trouvais que les premiers penseurs grecs étaient effectivement géniaux, et il y avait une manière d'enraciner cette génialité dans un nationalisme nazi, de type nazi, qui était insupportable. Et je me suis demandé, mais peut-on être autrement présocratique que à la manière dont Heidegger lit les présocratiques? C'était ma première question philosophique. Peut-on être autrement présocratique? Et c'est comme ça que j'ai travaillé sur les sophistes et sur Gorgias en particulier, qui écrit un traité du non-être, qui s'intitule « Du non-être ou de la nature », un traité qui démontre, je dirais mot par mot, phrase par phrase, le poème de Parménide qui s'intitule sur la nature ou sur l'être. Et c'est dans ce rapport, si vous voulez, entre Parménide et Gorgias, que je me suis vraiment intéressée à la sophistique pour faire pièce à une interprétation du grec, de la langue grecque et de la philosophie grecque, qui était génialement horrible, si vous voulez. C'est très important de comprendre ça. J'ai envie de lire une phrase, je peux? Bien sûr, bien sûr. Une phrase de Heidegger, de l'essence de la liberté humaine, une phrase de 1930. Il dit « La langue grecque est philosophique. Autrement dit, elle n'a pas été investie par de la terminologie philosophique, mais elle philosophait elle-même, déjà en tant que langue et que configuration de langue. Et autant vaut de toute langue authentique, naturellement à des degrés divers. Ce degré se mesure à la profondeur et à la puissance de l'existence d'un peuple et d'une race qui parle la langue et existe en elle. Ce caractère de profondeur et de créativité philosophique de la langue grecque, nous ne le retrouvons que dans notre langue allemande. » Voilà. Eh bien, on peut dire que cette phrase est une clé, si vous voulez, de mon intérêt et pour la philosophie grecque à ma manière, pour la sophistique, et une clé de mon intérêt pour la différence des langues. Et comment Gorgias vous a permis de répondre à cette phrase d'Heidegger? Le traité du non-être de Gorgias, qui est un texte extrêmement mal édité parce qu'il est très difficile à comprendre, il faut que tous ces textes, on va dire, j'allais dire primaires, ça veut dire qu'ils sont d'une simplicité et d'une force extraordinaire. Eh bien, tous ces textes sont extrêmement difficiles à même éditer. Quand je dis que je suis philologue, c'est parce qu'il faut déjà établir les textes.
et que ces textes ont été trafiqués pour qu'on les comprenne et pour que, au fond, ils ne choquent pas. Donc, le texte du traité du non-être de Gorgias tient en 3 propositions. Rien n'est. Si c'est inconnaissable. Si c'est et si c'est connaissable, c'est incommunicable à autrui. Et ces 3 thèses font, au fond, pièce au poème de Parménide qui dit « est ». Heidegger traduit par « es gibt sein », il y a de l'être. Il y a de l'être. Bon. Est, être et penser le même, et être, penser et dire s'entre-appartiennent. Les 3 thèses du poème de Parménide qui sont effectivement géniales. Et qu'est-ce que fait Gorgias? Il ne les prend pas simplement à rebrousse-poil et il ne dit pas simplement le contraire, juste pour rigoler. Une mauvaise plaisanterie, pas du tout. Il prend phrase après phrase de Parménide et il dit voilà, regardez, l'être là, eh bien c'est le poème de Parménide qui le fait être comme ça. Et on pourrait faire la même chose sur le n'est pas. Regardez, je le fais. Et c'est quoi la même chose? Eh bien la même chose, c'est de comprendre comment la langue peut faire passer, alors là c'est un peu complexe ce que je vais raconter, peut faire passer du verbe au sujet. Le poème de Parménide, quand on le lit vraiment, c'est ce que j'ai essayé de faire, et quand je dis vraiment, je ne sais pas ce que ça veut dire, fait passer du premier « est », qui est le mot de la route, la seule route qu'il faille suivre, qui soit à penser. La route qui est à penser, sur cette route, il n'y a qu'un seul mot, c'est « est ». Eh bien, le poème de Parménide fait passer de ce « est », qui est la 3e personne du singulier du présent du verbe être, bon, à, au bout d'un grand temps, qui décline toutes les formes possibles, c'est-à-dire l'infinitif, les différents sens de être, et puis le participe, et puis la manière dont on fabrique un article, parce que l'article, ça ne va pas non plus de soi en grec ancien. Et puis, enfin, on arrive au bout du poème à to on, l'étant. C'est le participe présent substantivé au moyen de l'article. Et c'est tout ce trajet que fait le poème de Parménide. Autrement dit, c'est aussi un récit du grec, un récit de la grammaire et de la syntaxe, un récit de la sémantique aussi parce que pendant tout ce trajet, le verbe être prend des nouveaux sens. Par exemple, quand on dit esti plus un infinitif, comme dans le poème de Parménide, estigar einai, ça veut dire il est possible que soit. Donc vous voyez, il y a un nouveau sens qui vient se greffer. Bon. Tout ça, c'est un très long trajet, très bien balisé, très extraordinaire. Eh bien, Gorgias le fait, c'est-à-dire montre comment c'est fait. Et le montre et dit, ben voilà, ce trajet-là, ben, moi je pourrais le faire aussi pour le non-être, ce serait exactement pareil. Donc vous voyez, j'explique pourquoi c'est anti-heideggerien. C'est parce que Heidegger dit, voilà, est, et l'homme, il a à penser et à dire le est, et il est le berger fidèle de l'être. L'homme est le berger de l'être. La vérité, c'est ce dévoilement de l'être. Et Gorgias dit, ça va, hein, berger fidèle, mais regardez, c'est fabriqué. L'être est un effet de dire, donc c'est tout. Hein. N'allez pas imaginer qu'il y a du dévoilement, du déjà, là, etc. Vous voyez directement pourquoi je réponds longuement. Oui, mais bien sûr, mais parce que c'est là que se noue aussi votre articulation entre la philosophie, le langage, la philologie et la traduction. On voit bien que c'est là absolument. C'est votre singularité aussi de penseur. Allez-y, allez-y. Votre dernier livre, en tout cas, s'intitule Quand dire, c'est vraiment faire. Quand dire, c'est vraiment faire. Alors, c'est bien sûr un clin d'œil au célèbre livre de John Austin, Quand dire, c'est faire. John Austin, c'était un philosophe américain qui est connu pour avoir montré la nature performative du langage, c'est-à-dire qu'il a dit que le langage ne se
contentait pas de représenter des choses, mais qu'il était capable d'agir et de changer même parfois le cours des événements. Alors pourquoi qu'en dire, c'est vraiment faire? Quel est votre pas de côté par rapport à Austin? Je lui emboîte le pas. Je ne suis pas sûre de faire un pas de côté. Je trouve qu'il ne va pas tout à fait assez loin. Je lui emboîte le pas. Si vous voulez, le langage a 3 dimensions. Et pour Austin, c'est vrai, comme ça. La première dimension, c'est celle du vrai et du faux. Cette table, elle est noire. Ouais, elle n'est pas blanche. Bon, c'est vrai ou c'est faux. La première dimension, c'est du constatif et de la vérité. La deuxième dimension, c'est... je vous assure que... je vous assure que la réforme des impôts est une bonne réforme. J'essaye de vous convaincre. Hein. Je vous convainc. Je vous convainc ou je ne vous convainc pas. J'essaye de vous persuader. La deuxième dimension, c'est celle de la rhétorique. Et je vous convainc ou je ne vous convainc pas. C'est non pas vrai ou faux, mais vous êtes ou non persuadé. La troisième dimension, et celle-là, c'est Austin qui l'a mise vraiment en lumière, c'est une dimension encore différente, dont le critère n'est ni vrai ni faux, ni persuasif ou non persuasif, mais efficace ou non. Et même, Austin appelle ça heureux ou non, happy. Et les exemples qu'il prend sont minuscules. Il prend comme exemple, par exemple, quand vous passez devant le maire et que vous vous mariez, le maire dit « Je vous déclare unis par les liens du mariage ». Ben, ça, c'est performatif. C'est-à-dire que c'est efficace, c'est heureux. Maintenant, si vous venez devant moi pour vous marier et que je vous dis « Je vous déclare unis par les liens du mariage », ça ne marche pas. Donc, c'est pas heureux, ça ne marche pas, c'est malheureux. Bon. Donc, vous voyez, la troisième dimension, celle de la performativité, elle est ni vraie ni fausse, ni persuasive ni non persuasive, elle est heureuse ou malheureuse, efficace ou non. Mais les points austiniens sont minuscules. C'est « je vous déclare unis par les liens du mariage »,« je vous baptise »,« je vous promets », très peu. Tout petit bout d'iceberg. Et je me suis demandé si justement le langage sophistique, la manière dont les sophistes parlent, ne pouvait pas permettre d'élargir cette notion de performativité et de la faire communiquer avec la notion de performance. Et en fait, performance, c'est la manière dont, la meilleure, je crois, de traduire ce que font le type de discursivité des sophistes qui s'appelle en grec épideixis, montrer. Montrer quelque chose en plus au point de le faire être. Et le modèle de l'épideixis, c'est l'éloge. Ça s'appelle d'ailleurs épideixis, le discours épidictique. On fait un éloge. Qu'est-ce qu'on fait dans un éloge? Par exemple, Gorgias, dans l'éloge d'Hélène, et je vous disais à quel point que j'avais fait un livre qui s'appelait « Avec le plus petit et le plus inapparent des corps », qu'on n'avait jamais voulu publier en même temps que l'effet sophistique. Bon. Eh bien, l'éloge est une manière de décrire, si vous voulez, en faisant communiquer sur des valeurs admises. Par exemple, dans l'éloge d'Hélène, qui est le modèle de l'éloge, Gorgias commence en disant voilà, Hélène est la plus coupable des femmes, tout le monde le sait, tout le monde le croit, tout le monde le dit. Bon. Et puis, il y a un petit quelque chose qui fait bouger. Et il arrive à démontrer que, et c'est son épideixis, qu'Hélène est complètement innocente. Hélène est complètement innocente parce que, d'abord, c'est les dieux qui l'ont voulu. Il faut rappeler que Hélène était détestée, s'il y avait bien une figure détestée. Elle était énamorée, c'est-à-dire elle était haïe et aimée. Hélène, c'est celle qui a causé la guerre de Troie. Et elle s'est enfuie avec son amant. Et tous les Grecs sont partis à sa poursuite. Bon. Et il y en a, ils sont partis pendant 20 ans. Et il y a un nombre de morts extravagant. Bon. Donc Hélène est haïe et en même temps, elle est quasi divine. Donc dans l'éloge d'Hélène, en précurseur d'Offenbach, si vous voulez, Gorgias dit c'est les dieux, dis-moi, Vénus, quel plaisir trouves-tu à faire ainsi cascader la vertu? Bon, c'est Vénus qui a fait ça.
Donc c'est les dieux qui l'ont voulu, donc c'est son destin, ou bien elle a été forcée, Paris l'a enlevé, le rapt d'Hélène, ou bien elle n'a fait que l'écouter. Elle a été séduite par ce qu'il a dit. Et là, elle est vraiment innocente. Donc c'est ça, le logos, qui avec le plus petit et le plus inapparent des corps, produit les actes les plus divins. Donc j'en étais à vous expliquer pourquoi l'éloge est la performance par excellence. C'est ce qui permet de changer le monde. On a fait une nouvelle Hélène à partir de l'éloge d'Hélène de Gorgias. On peut faire de nouveaux objets. C'est plus que de la rhétorique, c'est véritablement une transformation. Donc voilà, c'est ce rapport-là que j'ai essayé de creuser. Alors vous travaillez en particulier dans ce livre, vous travaillez sur l'Odyssée, vous travaillez sur Gorgias, vous travaillez aussi sur la situation post-apartheid en Afrique du Sud. Et vous citez Desmond Tutu, c'est moi qui vais lire une phrase, permettez-moi. Le langage, discours et rhétorique fait des choses. Il construit la réalité. En quoi le travail autour de vérité et réconciliation a changé le monde? Qu'est-ce qui est emblématique dans cet exemple-là? Oui, la phrase complète de Desmond Tutu, c'est vraiment la phrase de Gorgias. C'est vraiment n'allez pas croire. La commission n'est pas de cet avis. D'habitude, je la complète la phrase parce que je la trouve extraordinaire. Ce Desmond Tutu, donc archibishop du Cap et président de la commission Vérité et Réconciliation, dit on pense d'habitude que le langage dit la réalité. La commission n'est pas de cet avis. Le langage construit la réalité. Et donc, ce qui s'est passé avec la commission Vérité et Réconciliation, c'est une tentative de reconstruction de la réalité. Et elle passe par la fabrication du peuple arc-en-ciel, Rainbow People, celle où toutes les couleurs se retrouvent. Alors, pour le faire, il a été mis en place un dispositif très particulier, mais qui s'est appuyé essentiellement sur la parole, c'est-à-dire sur l'échange de paroles entre, disons, entre les perpetrators, ceux qui avaient les bourreaux, et les victimes. Et il fallait, la seule règle, c'était qu'il fallait tout dire. L'amnistie était accordée aux bourreaux, qu'ils fussent d'ailleurs d'un côté ou de l'autre, parce que dans l'ANC, il y a eu aussi des crimes commis. Donc l'amnistie était accordée en échange de ce qu'on a appelé full disclosure, toute la vérité. Et la définition de l'amnistie, c'était la liberté en échange de la vérité. Très belle définition. Donc, à partir de cette vérité déployée, et notez que le dispositif est génial, parce que normalement, quand on est coupable, on se tait. On n'a pas intérêt à parler. Évidemment, les coupables se taisent. Cette fois-ci, les coupables parlaient. Ils parlaient parce que s'ils voulaient être amnistiés, il fallait qu'ils l'aient dit. Et comme il y en avait toujours un qui allait dire un petit bout de ce que l'autre avait fait, alors ils allaient être condamnés, vraiment, s'ils ne disaient pas tout. Donc c'est un dispositif que Desmond Tutu qualifiait d'ironique. Il a raison, c'était un dispositif ironique, c'est-à-dire c'est celui qui devait cacher, qui avait intérêt à parler. Et moyennant quoi, on a pu, à ce moment-là, reconstruire un passé commun, faire en sorte qu'il y ait un passé commun à tous. Les tonnes d'archives étaient détruites, les morts avaient disparu. Eh bien, non, on a su. Et personne ne pouvait plus dire « on ne savait pas ». Et donc, c'est comme ça que s'est constitué le peuple arc-en-ciel. Il y a d'autres motivations, enfin il y a d'autres stipulations, mais c'est celle-là l'essentiel, je crois, c'est l'obligation de tout dire comme un dispositif ironique qui réunissait en un seul peuple, nouveau, ceux qui avaient subi, ou leurs familles,
et ceux qui avaient fait subir. Alors, tous les hommes politiques, je pense, rêvent d'avoir un discours ainsi agissant, de changer les modes de vie, de changer les représentations, de changer le monde. Qu'est-ce qui fait qu'un discours politique, tout d'un coup, produit des effets, est performant ou est impuissant? Parce qu'il y a aussi des discours politiques tout à fait impuissants. Beaucoup de discours, par exemple, sur l'environnement, aujourd'hui, sont impuissants. Oui, il faut être très, très vigilant là. Si j'ai pris comme modèle l'Afrique du Sud, c'est qu'ils ont thématisé qu'ils choisissaient un moment. Il y a un moment à saisir. Le kairos, les Grecs appellent ça le kairos. Le kairos, c'est représenté sous les traits d'un jeune homme qui a une mèche sur le devant et qui est chauve par derrière. Et c'est ce qu'on appelle saisir l'occasion par les cheveux. Si vous ne le saisissez pas par les cheveux, fini, parti. Eh bien, la commission Vérité et Réconciliation avait un kairos. Il fallait ni vainqueur ni vaincu. Très intéressant. C'est le contraire de ce qui s'est passé après la guerre. Et c'était explicitement le contraire. Donc voilà, il faut un kairos. Et puis, il faut probablement arriver à produire quelque chose comme une volonté collective. Et ça, c'est ce qui s'est passé avec la commission Vérité et Réconciliation. Ou bien il y avait un bain de sang, ou bien il y avait ça. Il y a des... Enfin, je ne sais pas, je ne réponds pas tout à fait à votre question parce qu'elle se déploie vers autre chose. Mais il faut aussi, sans doute, une légitimité du locuteur qu'avait Desmond Tutu. Est-ce que ce n'est pas aussi important que le moment et que le contenu du discours? Je vais prendre un exemple très concret. Si je dis, allez, maintenant on arrête là cet entretien, de mon positionnement, je peux le faire. Et on peut arrêter tout de suite, on peut sortir. Si Jean-Vincent, Hervé, Maude, qui sont dans la salle, que je vois, disent la même chose, au mieux ils ne seront pas entendus, au pire ils seront fichus dehors. Donc cette question du locuteur et de sa légitimité auprès de l'auditoire, est-ce qu'elle n'est pas fondamentale? Si, bah c'est ce que veut dire heureux ou malheureux, hein. J'en ai parlé tout de suite. Venez vous marier devant moi, ça ne marchera pas. Oui. Donc, et ça va de soi, ça. Je vais élargir. Nous sommes aujourd'hui incités tous à prendre la parole dans le cadre du grand débat. Or, il me semble que l'égalité de parole à laquelle nous revendiquons tous plus ou moins, c'est un leurre de nos démocraties modernes. Comment faire en sorte que chacun se sente non seulement autorisé à prendre la parole, mais capable de produire un discours efficient? Si on continue à prendre l'exemple de l'Afrique du Sud, je vous ai décrit une petite partie de la chose en termes de dispositif. Il faut un dispositif. Ça n'est pas n'importe qui prend la parole n'importe quand, n'importe comment. Bon, mon doute par rapport au grand débat, c'est pas qu'il soit... Je ne doute pas qu'un grand débat soit nécessaire. J'ai beaucoup de doutes quant au dispositif. Je ne vois pas la mise en place d'un dispositif qui permette de rendre la parole efficace. C'est pas tellement que les personnes qui vont prendre la parole soient habilitées ou non à la prendre. On peut très bien dire que tout le monde est habilité à prendre la parole. Mais comment faire pour que cette prise de parole rentre dans un dispositif efficace? Je ne suis pas du tout sûre que les cahiers de doléances, etc., que ça fabrique un dispositif efficace. Vous vous rendez compte à quel point le dispositif de l'Afrique du Sud, de la Commission Vérité et Réconciliation, était bouclé, serré, intelligent. Je ne suis pas sûre que juste dégoiser ce qu'on a à dire fasse dispositif. Et recueillir tout ce qui est ainsi dégoisé, je ne sais pas pourquoi c'est le mot qui me vient, soit intelligent. Donc, et intelligent, je veux dire efficace. Alors, la démocratie grecque se caractérisait par l'iségoria, c'est-à-dire l'égalité de parole. Et là, tout le monde pouvait prendre la parole, à ceci près, d'une part, que c'était très normé
il y avait 3 manières de prendre la parole. On la prenait pour faire un éloge, on la prenait pour donner un conseil, c'est-à-dire choisir une décision, ou on la prenait au tribunal. C'était les trois normes, si vous voulez, les 3 lieux où il se passait cette égalité de parole. Et à part ça, c'était le monde le plus bavard de tous. Hein. Dans l'agora, tout le monde parlait. Socrate, tout. Okay. Donc, l'égalité de parole grecque, elle était déjà normée par, au fond, les types de rhétorique qui étaient possibles. Les types de rhétorique au sens large du terme, rhétor voulant dire qui parle. Et puis, en plus, la démocratie grecque était minuscule. C'est-à-dire que, normalement, une cité, dans la définition aristotélicienne, il faudrait que celui qui a une voix de stentor, le héros stentor, soit entendu dans toute la cité. Quand il parle, comme ça, avec un porte-voix éventuellement, mais bon, donc vous voyez, c'est minuscule. Et puis, dans la cité, ne sont pas citoyens les femmes, les enfants, on n'en parle même pas, les esclaves, les métèques, bref, il y a infiniment peu de citoyens. Donc, l'iségoria, l'égalité de parole, se fait dans un endroit minuscule. Je ne suis pas sûre. Alors, c'est à ça que servent les corps intermédiaires, c'est à ça que serve la représentation, la démocratie représentative. Est-ce qu'on peut, dans un pays comme la France, grand, avec quand même encore des exclus, hein, des personnes qui ne prendront pas la parole, bien, est-ce qu'on peut la donner à tout le monde? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va être efficace? Je ne sais pas. Je ne peux que l'espérer, mais j'ai un peu des doutes quant au dispositif. Je dois vraiment le dire. Voilà. Vous êtes en train de créer vous-même, sinon, un dispositif, du moins un lieu, ça s'appelle les Maisons de la Sagesse. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui guide ce projet? Oui, c'est une association de 1901 et le nom complet, c'est Maison de la Sagesse, traduire. Maison de la Sagesse, c'est pour renvoyer au Beit al-Hikma d'Iran, puis de Bagdad, à partir du VIe siècle jusque vers le XIIe, où se réunissaient, au fond, toutes les sciences, tous les hommes de science, toutes les langues, toutes les religions, toutes les générations, toutes les techniques, et qui étaient en même temps un vaste caravansérail, qui pouvait être un observatoire, qui était aussi en même temps un hôpital. Donc c'était des lieux très, très précis de fécondation, d'interfécondation des cultures et des langues et des religions. Et aujourd'hui, on s'est demandé avec quelques amis ce que serait une maison de la sagesse. Une maison de la sagesse centrée, comme l'étaient les maisons de la sagesse, autour de la traduction. C'est pour ça que, comme il y a des maisons de la sagesse un peu suspectes, un peu sophro, je sais pas quoi, on a vraiment mis le tiret avec traduire. Maison de la sagesse, traduire. Bon. Et aujourd'hui, ce n'est pas une maison qui a des portes et des fenêtres, c'est un dispositif de lieu et d'action. Ces actions, pour l'instant, on en a 3. Les points d'implantation, ce sont des points où arrivent véritablement toutes les langues et tous les gens, c'est-à-dire des points d'arrivée de ce qu'on appelle les migrants, les points d'hospitalité ou de non-hospitalité, en particulier Aubervilliers, autour d'Aubervilliers et Marseille. Là, on a 3 dispositifs que nous sommes en train de mettre en place, qui se mettent en place. Le premier, j'en ai parlé un petit peu, c'est les glossaires de la bureaucratie française, les papiers que vous remplissez. Bon. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a entre les mots? Qu'est-ce qu'on vous demande exactement? Est-ce que vous pouvez les remplir? Et comment vous, qui arrivez, vous pouvez l'entendre? Et comment ceux qui vous les demandent pourraient aussi s'instruire? Je veux dire qu'on travaille là, entre les langues et les cultures, et avec aussi les employés des administrations. Pour ça, la mairie d'Aubervilliers est absolument géniale. Elle a permis de réunir tout le monde, y compris les policiers, y compris les médecins, y compris les interprètes, y compris les gens de l'état civil, etc. Et on a vraiment travaillé ensemble. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, plus difficile à expliquer, peut-être un peu plus complexe, enfin, c'est essayer de faire bouger, on appelait ça les banques culturelles. C'est essayer de faire bouger l'idée de banque et essayer de faire bouger l'idée de musée.
en travaillant avec des organismes de microcrédit qui financent des entreprises, des micro-entreprises qui ne seraient pas éligibles au crédit bancaire quand ceux qu'on appelle encore les migrants s'installent, ou souhaitent s'installer, ou essayent de s'installer. Et donc on travaille à mettre en place leur visibilité au moyen d'objets. Et ces objets sont, au fond, des objets qui racontent leur parcours de vie. Ce sont des objets et des biographies d'objets, des récits d'objets. Je prends un exemple parce que sinon vous n'allez pas comprendre. En travaillant avec l'ADI, qui est un organisme de microcrédit à Marseille, on a été voir un certain nombre de restaurateurs qui avaient ouvert des restaurants grâce à ces microcrédits. Et par exemple, un Berbère a ouvert un restaurant qui s'appelle Un Mexicain à Marseille. Oh, Berbère, Mexicain à Marseille, c'est quoi? Bon, eh bien, quand on lui demande s'il peut nous montrer son parcours de vie, il nous a fait exposer un tableau absolument extraordinaire, qui est une main de Fatma, qu'il a demandé à une artiste d'Aix de faire, comme si elle était Frida Kahlo. Et donc c'est une main de Fatma complètement, vous voyez, mexicaine. Et qui raconte que lui, il a commencé par faire des fouilles au Pérou et au Mexique, mais évidemment il est berbère, et il a ouvert ce restaurant à Marseille, et que tout ça, au fond, voilà, on peut le montrer avec un objet qui n'a pas de valeur marchande, mais qui a une immense valeur de symboles, de symptômes, disons de biographie d'objets et de personnes. Et si vous réfléchissez à ce qu'on demande aujourd'hui de faire avec les restitutions, vous voyez à quel point c'est lié. C'est-à-dire que du coup les objets changent de sens, changent de valeur, et les objets restitués ne sont pas les objets qui ont été pris, même si ce sont les objets qui ont été pris. Et bon, voilà, c'est autour de tout ça que je travaille à faire une exposition, par exemple, sur les objets migrateurs à Marseille, et une exposition entre Aubervilliers et le Louvre, à partir des arts de l'islam et de la manière dont c'est vu par les habitants d'Aubervilliers. Bon. Et puis, la troisième fonction, le troisième dispositif que nous mettons en place, c'est un travail, alors on n'a pas parlé du dictionnaire des intraduisibles, parce qu'on n'a pas eu le temps, parce que je parle trop, mais c'est un travail sur les intraduisibles des trois monothéismes. Voilà. La couverture, hein, juste derrière. Les intraduisibles des trois monothéismes, je me suis dit que c'était là que ça bloquait le plus. Et donc on travaille avec des chercheurs et aussi des lycées confessionnels sur comment on dit Dieu dans la Torah, dans la Bible et dans le Coran, comment on dit croire, comment on dit femme, et pourquoi vendredi, samedi, dimanche. Et on travaille ça en langue. Et ça rejoint le dictionnaire des intraduisibles, qui est au fond un énorme travail que j'ai fait avec 150 chercheurs autour du vocabulaire de la philosophie, pour essayer de montrer qu'on ne philosophe pas par concept seulement, pas d'abord par concept, mais en mots, et que ces mots sont des mots en langue, et que quand on dit mind, on ne dit pas tout à fait geist, on ne dit pas tout à fait esprit. De même que quand on dit bonjour, on ne dit pas tout à fait shalom ou salam, c'est-à-dire qu'on ne souhaite pas la paix, on souhaite juste une bonne journée. Bon. Donc voilà, c'est autour de ces différences encloses dans les langues et dans les cultures que je travaille. Vous m'amenez tout naturellement à ma toute dernière question, et puis après nous prendrons les questions de la salle. Vous menez un autre combat politique, cette fois-ci non pas pour, mais contre le globish, c'est-à-dire cette langue de communication anglaise qui se diffuse un petit peu partout. Il y a toujours eu des langues de communication dominantes dans l'histoire. Il y a eu le grec, d'abord, il y a eu le latin, il y a eu le français aussi. En quoi le globish nous menacerait-il plus que ces langues du passé? Je ne pense pas qu'il nous menace plus que les langues du passé, il nous menace simplement en ceci qu'il pourrait se substituer aux autres langues pour la première fois, et c'est ce qui se passe en Europe. C'est-à-dire que c'est l'une des tensions de l'Europe. Quand j'ai fait le dictionnaire des intraduisibles, j'avais deux ennemis, le globish et le nationalisme ontologique à la Heidegger dont je parlais. Et mon ennemi, ça n'est pas le globish en tant que langue de communication, c'est-à-dire que je suis très contente qu'on puisse demander un café en globish depuis Tamanrasset jusqu'à Pékin.
Mais là où ça commence à m'inquiéter, c'est quand l'Europe ne parle plus que globish. Et quand on nous demande de rendre des dossiers, nous, Français, jugés d'ailleurs par des Français, par des experts français parfois, en globish, pas du tout en anglais. Si vous les rendez en bon anglais, ça marche pas du tout. Ça ne fonctionne pas, vous ne serez jamais, vous n'aurez jamais aucun fond. Mais en revanche, il faut les faire en globish. C'est une manière de cocher des cases avec des croix dans des cases qui n'ont pas réellement de sens, qui ne sont pas des cases de culture. Je veux dire que c'est une langue d'expertise qui sert à classer. Et pour moi, une langue, c'est des auteurs et des œuvres. Les seules œuvres que je connaisse vraiment en globish, c'est les dossiers de soumission à Bruxelles. On demande case studies, ranking, une série d'items qui n'ont pas de... Peut-être que d'ailleurs on ne peut même pas traduire, c'est une langue à soi, c'est un jargon d'experts. Et ce qui me fait peur, c'est que ce jargon d'experts suffise à l'Europe. Umberto Eco a une phrase absolument magnifique qui dit « La langue de l'Europe, c'est la traduction ». Et voilà, moi je voudrais que la langue de l'Europe, ça soit la traduction et que ça soit pas le globish. C'est tout. Merci Barbara Cassin. Nous allons prendre quelques questions. Je dois faire une petite précision. D'abord, je ne vous ai pas remercié au début de cette rencontre. Vous êtes venue, Barbara Cassin, alors on peut le dire, vous aviez une petite blessure qui vous oblige à rentrer rapidement faire une radio. Fermer le théâtre vers 20h. Cette fois-ci, il n'y aura pas de rap. Donc, on va prendre les questions tout de suite, de manière, s'il vous plaît, synthétique. De vraies questions, pas des commentaires ou des lectures. Et puis on va les prendre de manière groupée pour que, Barbara, vous puissiez y répondre peut-être par 3 ou 4. Oh non, je voulais pas vous impressionner. Oui. C'est Irène. Oui, peut-être peut-on avoir un peu plus d'éclairage, oui, ce serait plus sympathique qu'on puisse se voir. Bonsoir et merci beaucoup pour cette conférence vraiment passionnante. Moi, j'ai beaucoup apprécié votre vocabulaire européen des philosophies et je m'en suis servie. C'est un livre passionnant. J'ai une question très simple. Je vous rejoins complètement sur le globish qui était effrayant. Mais la tâche est immense si on veut lutter contre le globish. Quels sont les moyens à notre disposition pour favoriser le plurilinguisme auprès des plus petits dans tous les quartiers et dans toutes les situations? Vous avez raison, c'est absolument essentiel de substituer à « asseyez-vous et taisez-vous » et si vous parlez français, quelle est votre langue maternelle? Et essayer enfin, je travaille beaucoup avec des classes plurilingues, des classes qu'on appelait les classes d'accueil. Et quand je travaille avec ces classes, je pose la question en général, bon, non seulement quelle est votre langue maternelle, mais quel est le mot de votre langue maternelle qui vous manque le plus? Et là, il se passe énormément de choses. C'est-à-dire que là, on commence à comprendre comment fonctionne une langue et comment elle fonctionne de manière différentielle. Et les enfants m'ont obligé à poser la question aussi, et quel est le mot de français que tu préfères? Et bon, voilà, on circule entre ça. Donc, je pense que, d'une part, l'Europe est de plus en plus sensible, quand même, au plurilinguisme et à la nécessité de maintenir le plurilinguisme des langues de culture. Je pense aussi que ceux qui accueillent, disons, les hôtes, ceux qui accueillent sont de plus en plus sensibles à la nécessité de parler en langue avec un S et de faire comprendre le français, pas seulement comme à un enfant français, en lui parlant que français, mais en montrant les écarts avec les langues maternelles qui sont les langues de ceux qui arrivent. Je crois que la société civile commence à s'emparer vraiment bien du problème. Je travaille par exemple avec des centres d'accueil comme
le Jugeant Carré, enfin un certain nombre de centres d'accueil. Et là, on voit à quel point c'est important. Et la manière d'accueillir est en langue, avec un S. Vous avez une belle formule dans l'un de vos livres, prenant le contre-pied d'Aristote, vous dites que l'homme n'est pas un animal doué de langage, mais un animal polyglotte. Y a-t-il d'autres questions? Ouais, moi j'en ai une autre, s'il n'y en a pas d'autres, qui porte sur le moment que nous vivons actuellement et qu'il est convenu d'appeler un moment de post-vérité, où la vérité est perçue comme relative, où on voit se multiplier les fake news, les discours dits alternatifs, non sans effet politique. Vous qui êtes une penseuse de l'équivoque des langues, comment voyez-vous ce phénomène et par quel bout lutter? Penser à l'équivoque n'empêche pas enfin, considérer qu'une langue est un tissu d'équivoque n'empêche absolument pas de dire que cette table est noire et qu'elle n'est pas blanche. N'empêche absolument pas de faire la différence entre la vérité et l'erreur et entre la vérité et le mensonge. Ça ne veut pas dire que ça soit simple à faire, toujours. Mais bon, ça n'empêche pas d'avoir ça quand même comme préoccupation. L'équivoque, tout à fait au début, vous me citiez à ce propos, de la carte d'identité d'une langue. Le dictionnaire des intraduisibles, dont nous n'avons pas parlé beaucoup, est un dictionnaire qui réfléchit aux discordances entre une langue et une autre langue, entre une quinzaine de langues. Et je me suis aperçue, presque après coup, que toutes nos entrées étaient des entrées, au fond, qui rentraient sous le chef de l'équivoque. C'est-à-dire que c'était des entrées qui, quand on les regardait depuis une autre langue, voulaient dire plusieurs choses. Et je prends un exemple. Vous avez pris sens, bon, d'accord, sensation, direction et signification. Et vous voyez que on le sait depuis quoi? Depuis l'anglais. C'est très clair que meaning, c'est pas sensation, et c'est pas direction. En revanche, dans les bons dictionnaires français, il y a un seul mot, une seule entrée. Car ces trois mots veulent dire, quand on travaille sur l'histoire du mot, la même chose. Veut dire la même chose, c'est-à-dire se décline par rapport à la même chose. Et la phrase de Lacan qui m'a toujours passionnée, c'est une phrase qui dit « Une langue, entre autres, n'est rien de plus que l'intégrale des équivoques que son histoire y a laissé subsister. » Donc sens fait partie de la carte d'identité du français, comme pour un français, pravda fait partie de la carte d'identité du russe, parce que pravda veut dire non pas vérité, mais justice, et puis aussi vérité, mais pas au sens d'exactitude. Donc pravda est équivoque pour nous, et sens est équivoque pour un russe, mais vérité est équivoque pour un russe. Bon, tout ça est absolument passionnant, et vous faites bien de le préciser, mais vous ne me répondez pas à ma question sur les fake news. Mais parce que comment abordez-vous ce phénomène? J'aborde ce phénomène, mais pas à partir de l'équivoque. Votre question était double et se doublait. Et vous vouliez la préciser. Alors, comment l'abordez-vous? Je l'aborde comme tout le monde, c'est-à-dire en me demandant à qui ça profite une fake news, comment ça se construit et à qui ça profite, ça se voit. L'exemple même, c'était Trump. Et lorsque la première fake news dite comme telle, c'est qu'il y avait plus de monde à l'investiture de Trump qu'il n'y en a jamais eu pour aucun président. Et évidemment, beaucoup plus que pour Obama. Alors que les captations vidéo, les comptages, etc., certifiaient le contraire. Donc les fake news, quand c'est des vérités, disons, de fait, quand ça a à voir avec des faits, vous vous débrouillez en réassurant les faits. Quand ce sont des valeurs
ben, vous assurez les vôtres. Et je crois que la vraie leçon de tout cela, c'est encore Hannah Arendt qui la donne. Elle dit, serait-ce que le jugement est une faculté politique? Réponse oui. Et c'est là où je rejoins ce que j'appelle moi le relativisme conséquent. C'est-à-dire que dans le monde des fake news, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Mais à juger. C'est à vous d'être mesure. Soyez la mesure. Protagoras disait, l'homme est la mesure de toute chose. Bon, soyez la mesure de ce qu'on vous dit. Allez-y, réfléchissez, pensez, jugez. Et c'est tout ce qu'on peut apprendre aux enfants. La faculté de discernement. Oui. D'autres questions? Bonjour Barbara Cassin, bonjour Héloïse. Bonjour Martine. Je voudrais savoir ce que vous pensez de cette pratique de plus en plus fréquente chez les chercheurs français, francophones, d'écrire leurs articles directement en anglais. Alors je ne sais pas trop si on appelle ça du globish ou de l'anglais. Et puis j'ai une deuxième question, mais elle est tellement différente que je n'ose pas enchaîner. Alors je réponds à celle-là, puis vous posez la deuxième. Celle-là, elle rentre vraiment sous le chef de ce que je disais par rapport à l'Europe et à l'évaluation. C'est un problème d'évaluation. Vous savez que pour poser par exemple un dossier européen, et même un dossier ANR, hein, Agence nationale de la recherche en France, il faut que vous ayez un bon facteur H. Vous savez ce que c'est qu'un facteur H? Facteur H, c'est combien d'articles avez-vous écrits dans des revues classées A, ces revues sont en grande majorité anglophones, et combien de fois a-t-il été cité? Bon. Moyennant quoi, Forisson a un meilleur facteur H que Lévi-Strauss. Alors, la réponse, elle est dans la manière dont on classe, elle est dans le ranking. Et le ranking, il se fait sur le modèle de Google. Voilà. Il y avait une deuxième question. Et peut-être il y en a d'autres. C'est le moment ou jamais. Sinon, très bien. Voilà. Les langues se délient enfin. Alors, qui avait une deuxième question? Oui. Alors, je pose ma question qui est tout à fait différente. Je voudrais savoir l'usage de la performativité que fait Judith Butler pour définir la différence des sexes. Je voudrais savoir ce que vous en pensez, comment vous vous situez. Et puis on va peut-être prendre la deuxième question avant de vous laisser répondre, comme ça je pourrais répondre aux deux. Monsieur? Oui, je voudrais revenir, madame, sur votre intervention concernant la commission Vérité et Réconciliation, à laquelle vous avez participé. Vous avez, je crois, très bien décrit ce dispositif, avec cette volonté d'Esmond Tutu de faire en sorte que les gens puissent vivre ensemble et d'éviter le bain de sang, ce qui était le but. Et vous l'avez lié très légitimement au Kairos. J'ai envie de vous poser la question, et après? Parce que si l'on prend la situation en Afrique du Sud aujourd'hui, on a quelques inquiétudes, quelques frémissements, et parfois même on est un peu terrifié par ce qui s'y passe. Alors le Kairos a été de courte durée. Je ne nie pas, au contraire, la qualité de ce dispositif qui est l'anti-Nuremberg, si on veut faire un parallèle avec les lendemains de notre Seconde Guerre mondiale. Mais au-delà de cette possibilité pour ces communautés de vivre ensemble, est-ce qu'il n'y a pas un manque, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'il aurait fallu prolonger? Merci. Les deux questions sont très différentes. Je réponds à la première. Donc Butler, elle a complètement raison. Elle dit que le genre est quelque chose qu'on fabrique et que chacun de nous est genré par aussi les mots qu'on lui adresse et la manière dont on les lève. Et que la performativité du genre se manifeste aussi par sa labilité. Elle a raison et elle essaye elle prend des exemples aux États-Unis qui sont très parlants. Donc, si vous voulez, disons quand même que ça vient d'un truc assez simple. Hein. On ne naît pas femme, on le devient. Bon, voilà. Donc, on peut dire ça de beaucoup. Cette phrase trop connue n'en est pas moins injuste. On est femme et puis on le devient. Bon, il faut peut-être ajouter ce « et ». Mais Butler, elle est très intelligente et c'est très juste qu'elle dit au cas par cas. Et ce qu'il y a de très remarquable dans Butler et dans le performatif, c'est qu'il y a quand même une question de cas par cas et qu'il s'agit
non pas de couvrir tout en disant « Ah, voilà, la performativité, c'est ça », mais de dire « Là, il y a du performatif ». Ça, c'est très intéressant. Maintenant, pour l'Afrique du Sud, vous avez entièrement raison, hélas. Que dire quand j'y suis retournée après la commission Vérité et Réconciliation, par exemple à Soweto, on m'a dit « Tu vois, là, maintenant, nous, il y a des chaises dans la classe. Puis c'est tout. » Bon. Et c'est vrai, c'est-à-dire que le discours ne peut pas tout. Et bien entendu, la politique, même avec les réparations qui ont été assez importantes, avec ce qu'on appelle les réparations, c'est-à-dire les indemnisations aussi, mais combien vaut un enfant mort? Donc elle est d'autant plus impuissante que disons que l'argent qu'il y a eu, bon, au fond, qu'est-ce que ça a changé? Il y a une grande bourgeoisie noire qui a remplacé je ne sais pas s'il faut appeler bourgeoisie, enfin blanche, et il y a eu il y a eu des malversations partout, quoi. Et un peu plus que ça encore, ce que l'apartheid n'a pas fait, le sida l'a fait. Hein. C'est-à-dire que moi j'étais là-bas au moment où la ministre de la Santé de Thabo Mbeki disait eh bien oui, il faut de l'ail et du gingembre. Hein, manger de l'ail et du gingembre pour ne pas attraper le sida. Qu'est-ce que vous voulez? Ça ne suffit pas. Parler ne suffit pas. Ça ne veut pas dire que ça ne soit pas important. Vous nous disiez tout à l'heure que vous interrogiez les enfants sur les mots qui leur manquaient, leurs mots préférés. Si on devait terminer cette rencontre sur votre mot préféré, lequel est-il, en français ou dans une autre langue? Oh, j'aime bien le mot barbare, après tout. Merci beaucoup, Barbara. Merci d'être venue jusqu'à nous. Et merci de cette présentation. Quand même quelques petites annonces. D'abord, on se retrouve ici avec Pascal Pic, le paléontologue, qui viendra le 7 mai prochain sur la scène du théâtre dans le cadre des rencontres serroises du développement durable. Et puis la prochaine scène des idées, ce sera le 19 juin, cette fois-ci avec le psychologue Boris Cyrulnik. Voilà. Et puis peut-être quelques annonces pour le Cercle Condorcet, je ne sais pas, je crois qu'il y a beaucoup de manifestations ce week-end. Hervé? Non? Merci. Oui, j'annonce pour samedi prochain une journée entière, pas une soirée justement, une journée entière consacrée à Simone de Beauvoir, et elle se déroulera à Saint-Germain, à la salle des conférences. Elle commence à 10h jusqu'à peut-être 18h, 19h le soir. Merci.